OK. Donc, normalement, tu reçois une... Oui, parfait. Ouais. OK. Bonjour, Olivier. Euh, Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre programme qu'on appelle Behind the Scene. Donc, c'est un programme qui consiste à offrir des ateliers, des présentations parfois même sous forme de discussion sur divers sujets en lien avec la santé, donc la santé sexuelle, la santé mentale, la santé communautaire, la santé physique, et également des ateliers sur des sujets en lien avec la réduction des méfaits. Donc, c'est un programme qui offre ces ateliers-là avec différents et différentes expertes, parfois en anglais, parfois en français. Et bien sûr, c'est offert par notre organisme, Max Ottawa. Max Ottawa, notre organisme d'ailleurs qui reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Merci Olivier. Je vais parler un peu de toi. Euh, et puis ensuite, je vais te donner la parole pour présenter ton sujet et ta recherche. Donc, Olivier, tu es candidat au doctorat. Tu as obtenu un baccalauréat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal, pendant lequel tu as complété une thèse de spécialisation en psychologie sociale. Sous la supervision de la docteure Pascale Briand, tu poursuis présentement tes études au doctorat à l'Université du Québec à Montréal dans le profil recherche et intervention. Au plan plus clinique, tu rejoindras l'année prochaine la clinique des troubles anxieux de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas en tant qu'interne. Félicitations. Et tes intérêts de recherche et clinique portent notamment sur le trouble de stress post-traumatique, qu'on connaît sous le sigle de TSPT, et sur les troubles anxieux. Ta thèse doctorale porte sur les facteurs socio-cognitifs post-agression, du développement et du maintien de la détresse post-traumatique chez les hommes gays, en comparatif aux hommes hétérosexuels. Et puis, tu souhaites pouvoir participer à l'avancement des connaissances sur ce trouble afin de permettre l'élaboration de meilleures stratégies d'intervention auprès de cette population. Donc, encore merci, Olivier. J'ai hâte de t'entendre parler de tout ce que tu fais. Et puis, je vais te permettre là, en ce moment, je pense que tu peux partager ton écran sur Zoom. Mhm. Ouais, Moi, je vais être là, puis après ta courte présentation, je vais revenir, puis on pourra discuter de ça. parfait, super. Ben, avant de présenter ma présentation, juste vous remercier de m'accueillir aujourd'hui, là. C'était vraiment très intéressant comme programme, puis je suis heureux de pouvoir y participer. Merci. Donc, je vais vous partager l'écran ici. L'écran au niveau de ma présentation. Donc, juste pour mentionner aux personnes qui pourraient écouter la présentation, c'est une présentation qui va introduire des notions liées à la violence traumatique, donc autant physique que sexuelle. C'est important de le mentionner d'avance si jamais il y a des gens qui sont inconfortables avec ça. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu la base de ma thèse doctorale qui s'intéresse aux violences traumatiques physiques ou sexuelles. On parle dans ce cas-là de violences interpersonnelles. Et moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse particulièrement à comparer le vécu des hommes gays et des hommes hétérosexuels qui vont avoir expérimenté la violence et les retombées au plan psychologique, bien sûr. Donc, oh, pardon, il semble que ça ne fonctionne pas pour... OK, ça fonctionne, super. Donc, pour la présentation, la courte présentation, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est vraiment la base, comme je disais. Premièrement, je vais parler des violences vécues, donc les données probantes, les taux qu'on peut voir dans la littérature. Le but, c'est de pouvoir juste mettre la table. On peut savoir qu'on puisse parler un peu de la même chose, tout le monde ensemble. Donc, les violences interpersonnelles physiques et sexuelles. Et ensuite, les données probantes concernant la détresse psychologique. Et finalement, j'aimerais présenter aussi ce qui m'intéresse particulièrement dans ma thèse, c'est les facteurs liés au trouble de stress post-traumatique. Je vais expliquer un peu plus tantôt c'est quoi le trouble de stress post-traumatique, mais cette section-là est particulièrement intéressante, je trouve, parce qu'elle s'adresse aux intervenants. Donc, un peu
quelle sorte d'outils on peut avoir dans sa boîte à outils, qu'est-ce qui semble être le plus pertinent pour les intervenants. Donc, des fois, ça peut être utile. On va pouvoir terminer la présentation avec ça. Pour commencer, quand on parle de violence interpersonnelle, on parle d'une violence qui est faite à partir de la main d'un autre être humain. Donc, c'est un peu la définition globale. C'est une violence donc, qui peut être de plusieurs types. Moi, dans le cadre de mon doctorat, j'étudie les violences physiques et les violences sexuelles, donc qui sont deux types de violences interpersonnelles. Premièrement, comme vous voyez ici dans la première slide, c'est que au niveau des violences interpersonnelles, on remarque qu'il y a un patron assez différent de ce qui est rapporté entre les hommes gays et les hommes hétérosexuels. C'est-à-dire que les hommes gays vont rapporter dans les études environ le double d'événements au niveau de la violence interpersonnelle vécue que les hommes hétérosexuels. Ici, ce qu'on peut voir, c'est vraiment le fait d'avoir vécu au moins un événement traumatique ou un événement de violence interpersonnelle. Spécifiquement la violence sexuelle, lorsqu'on regarde au niveau de la violence conjugale, on voit qu'il y a un patron assez impressionnant là, visuellement comme ça, où c'est beaucoup plus rapporté encore une fois chez les hommes gays que chez les hommes hétérosexuels. Et on voit la même chose au niveau des relations sexuelles non désirées. Ici, c'est un patron que je veux juste souligner, ce sont des données qui proviennent d'études qui ont été faites dans certaines années. Là, on voit par exemple dans le bas ici en 2010, ce qui veut dire que ça ne reflète pas nécessairement la réalité parfaitement d'aujourd'hui au Québec, au Canada versus aux États-Unis. Le but ici, c'est juste de présenter l'état global de ce qu'on peut savoir en ce moment. Si on continue dans les violences sexuelles, ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'au niveau des tentatives de viol et au niveau des viols, c'est le même patron qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapporté chez les hommes gays que chez les hommes hétérosexuels. Maintenant, pour la violence physique, on voit le même patron de réponse, mais on peut remarquer qu'il y en a quand même un peu plus qui sont rapportés chez les hommes hétérosexuels. On voit quand même que la différence est significativement importante, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes gays, encore une fois, qui en rapportent au niveau des attaques visant un vol et des assauts physiques, donc des agressions. Si on reprend un peu ces données-là, puis qu'on s'interroge qu'est-ce que ça nous dit plus globalement, c'est premièrement qu'il semble avoir des différences importantes entre les hommes gays et les hommes hétérosexuels sur les violences interpersonnelles, physiques et sexuelles qu'ils rapportent dans les études. Et on peut donc se poser la question, est-ce qu'il y aurait un potentiel traumatique plus élevé chez les hommes gays que chez les hommes hétérosexuels? Parce que si on vit une violence, par après, à la suite de la violence, on peut des fois vivre des symptômes post-traumatiques parce que ça a été un événement qui va avoir été traumatique pour nous. C'est ce qu'on va regarder un peu lorsqu'on va parler de la détresse. Quand on parle de la détresse généralement, ce qu'on remarque, c'est que, encore une fois, il y a une proportion plus importante, donc 2,5 fois plus d'hommes gays qui vont rapporter vivre de la détresse générale, comme des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles liés à l'abus de substances. Il y a des données qui sont peut-être un peu plus précises pour chacun des troubles, si jamais vous êtes intéressé par ça. Mais de façon générale, c'est le portrait qu'on voit. Et pas finalement parce que je vais en présenter d'autres, mais particulièrement pour le trouble de stress post-traumatique, le TSPT, qui est vraiment le cœur de ma thèse doctorale. Ce qu'on remarque, c'est aussi cette proportion-là, le fameux 2,5 fois plus d'hommes gays qui vont rapporter un diagnostic de trouble de stress post-traumatique que les hommes hétérosexuels. Le trouble de stress post-traumatique, ça vaut la peine de le décortiquer un peu. Des fois, c'est un diagnostic qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est un trouble de santé mentale aussi qui survient après avoir vécu un événement traumatique. Donc, ce n'est pas nécessairement répandu dans la population générale, mais c'est ça. Le trouble de stress post-traumatique, normalement, ce qu'on voit, c'est qu'il faut que la personne ait vécu un événement traumatique qui va avoir mis en danger sa vie, qui va avoir causé des blessures graves, par exemple, ou qui va avoir causé de la violence sexuelle. Et on va également observer des différents symptômes liés à ce trouble-là. On va parler des symptômes comme les symptômes intrusifs. Ça, c'est surtout le fait de revivre un peu l'événement traumatique, donc la violence, par exemple, au niveau des rêves, au niveau des reviviscences, se sentir qu'on est présent encore. De l'évitement, comme éviter certains endroits qui nous rappellent l'événement traumatique, éviter des personnes, des odeurs, tous les stimuli qu'on appelle ou tous les indices qui nous rappellent l'événement traumatique vécu. Il va y ensuite avoir aussi des pensées, des émotions qui sont plutôt négatives,
plutôt que positive. Donc, la personne va dire, ben, depuis l'agression, j'ai l'impression que je suis plus en sécurité, que le monde ne fait plus vraiment de sens pour moi, je me sens plus maussade, par exemple. Et finalement, dernier type de symptômes qu'on observe, c'est plus d'activité. Activité et réactivité, par exemple. Donc, au niveau de l'activation comportementale, les gens, des fois, vont faire des sursauts, vont être hyper vigilants, vont être prêts à toute éventualité. Donc, un peu comme justement cette hyper-vigilance-là chez les victimes. Ça, c'était pour le trouble de stress post-traumatique, mais il n'y a pas juste le trouble de stress post-traumatique qui peut survenir à la suite de la violence interpersonnelle. Il peut y avoir aussi de la dépression, par exemple, qui est un trouble de santé mentale important. On remarque ici que la proportion, c'est 3 fois plus d'hommes gays qui en rapportent que les hommes hétérosexuels. Et la comorbidité, qui est un terme, en fait, qui simplement veut dire avoir plus d'un trouble de santé mentale en même temps. Donc, par exemple, une personne pourrait dire « j'ai un diagnostic de trouble de stress post-traumatique et un diagnostic de dépression en même temps. J'ai donc de la comorbidité, si on veut. » C'est un peu ça le topo général. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore une fois une plus grande proportion, donc 4 fois plus d'hommes gays qui vont rapporter avoir plus d'un trouble de santé mentale en même temps. Donc, on a vu beaucoup de données, mais là, à la lumière de ces données-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Premièrement, première chose qu'on peut voir, c'est que pas la même proportion de vécus traumatiques au niveau de la violence interpersonnelle, donc physique ou sexuelle, entre les deux groupes d'hommes. Deuxièmement, il n'y a pas non plus la même proportion de détresse, c'est-à-dire qu'après avoir vécu de la violence, il semble que, après avoir vécu de la violence, ou même généralement, il semble que les hommes gays rapportent plus de détresse post-traumatique, comme on vient de voir avec les données sur le TSPT et la dépression. Et ça nous amène à vouloir justement étudier quoi faire pour pouvoir aider les populations qui vivent beaucoup de détresse. Est-ce qu'il y aurait des facteurs de risque? Est-ce qu'il y aurait des facteurs de protection qui viendraient justement expliquer pourquoi les hommes gays auraient plus de détresse à la suite d'un événement traumatique comme de la violence physique sexuelle que les hommes hétérosexuels? C'est un peu le but de ma thèse. Moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, de pouvoir ressortir de cette thèse-là des outils, quelque chose de concret qu'on peut utiliser chez les intervenants qui œuvrent auprès des victimes. Donc, je vais terminer avec cette portion-là, qui est la portion où je parle un peu des facteurs liés à l'agression. Pour les intervenants, des fois, ça peut être intéressant parce que c'est quand même des modèles qui nous donnent des pistes à savoir okay, qu'est-ce que je devrais aller voir que la littérature nous indique qui est important de considérer. Donc, par exemple, premièrement, ce qu'on voit, c'est que ce qui est lié à la détresse après avoir vécu un trauma, il y a les facteurs pré-agression, c'est les facteurs avant l'agression vécue. Donc, tous les facteurs comme le statut socio-économique, l'histoire traumatique passée, par exemple. On sait qu'il va y avoir une incidence sur la détresse après. Il va y avoir également les facteurs péri-agression, c'est simplement les facteurs qui ont lieu durant l'agression. Plus particulièrement, on pourrait dire que c'est le fait que l'agression a été, par exemple, physique ou sexuelle. Est-ce qu'il y a eu de la violence durant l'agression? Donc, tout ce qui se passe durant l'agression va avoir effectivement un impact sur une influence plutôt sur la détresse post-traumatique. Dans le cadre de ma thèse, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les facteurs post-agression. Parce que pour les intervenants, c'est un peu plus utile comme facteur sur le plan de la modification ou la diminution des symptômes de troubles de stress post-traumatique. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple d'un travailleur qui œuvre auprès d'une victime, bien, on ne pourra pas changer le statut socio-économique de la victime avant l'événement traumatique. On ne pourra pas non plus changer l'événement traumatique en tant que tel. Donc, on ne pourra pas dire je reviens dans le temps et j'empêche ça d'arriver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer de modifier, par exemple, les facteurs après l'agression. Est-ce que la façon dont on entrevoit le monde, la victime a changé? Est-ce que, par exemple, maintenant, elle se sent plus nécessairement en sécurité? Est-ce qu'elle a un bon soutien social? Donc, tout ça, c'est des facteurs après l'agression qui peuvent être intéressants pour les intervenants à essayer d'observer. Donc, ça fait un peu la base de ma thèse doctorale assez rapidement. C'est vraiment juste après ça, on développe là-dessus, là, mais c'est ça. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté pour la courte présentation.
Merci beaucoup, Olivier, parce que c'est pas toujours facile d'essayer de résumer toute une recherche ou, dans ton cas, un travail doctoral. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de dire. Et puis, c'est pas évident c'est ça, de se limiter. Mais on en parlait juste avant. Tu viens de fermer le recrutement pour ton Oui. étude en ce moment, dans ton étude doctorale. Donc, moi, je voulais savoir d'abord, est-ce que les recherches, les études sur ce sujet au Canada sont, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que, euh, en faisant ton étude de la littérature, qu'est-ce que tu as remarqué? Oui, ben, c'est une très bonne question parce que ça nous guide après ça à savoir comment est-ce qu'on traite l'information qu'on a. Tu sais, si on n'en a pas Oui, beaucoup, ben, faut faire autre chose que si on en a tout plein. absolument. Présentement, quand on regarde là, les études qui sortent, il y en a de plus en plus, mais ça reste que c'est un sujet qui est en pleine effervescence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui vont regarder justement, notamment les populations LGBTQS+, 2S+, mais pas nécessairement particulièrement la comparaison entre les hommes gays et les hommes hétérosexuels. Donc ça fait partie des lacunes qu'on voit dans la littérature actuelle. Pourquoi c'est important? Mais des fois, de regarder les deux, ça nous permet d'enligner nos facteurs justement de risque ou de protection. Les fameux facteurs que je viens de parler qui sont après l'événement traumatique, bien, on peut les enligner en fonction de est-ce que c'est euh, plus utile pour les hommes gays ou plus utile pour les hommes hétérosexuels. Donc, il y a ça dans la littérature présentement qui manque. En général, je dirais qu'il reste du travail à faire, mais que le travail commence à se faire beaucoup, là. Ça intéresse les gens, puis on voit que les chercheurs ont commencé à mettre la main à la pâte. Donc, on peut dire qu'une des raisons, si ce n'est peut-être la raison principale, en tout cas en ce moment, de faire une comparaison entre hommes gays et hommes hétéros, c'est d'avoir une intervention qui serait plus ciblée ou plus efficace. Oui, tout à fait. Ben, en tout cas, c'est de mon point de vue ce que j'aimerais qui ressorte de mes données. C'est justement le fait que présentement, des fois, on va traiter, aider les victimes qui ont vécu de la violence avec des barèmes, souvent, par exemple, des barèmes qu'on utilise pour la population générale. On peut utiliser des techniques qu'on sait qui fonctionnent auprès des femmes, par exemple, qui vont avoir vécu un viol, mais on réutilise ces techniques-là avec des hommes hétérosexuels, puis même des hommes gays qui n'ont même pas la même orientation sexuelle que les femmes nécessairement qui ont à la base, à la première étude qui disait que c'était pertinent. Donc, on manque un peu de cette finesse-là, peut-être au plan de l'intervention, selon moi. Et c'est pour ça que j'aimerais ajouter plus de données probantes à ça. Hmm, OK, ouais. Et puis ce raisonnement fonctionnerait même, par exemple, dans le cas où on voudrait mettre des techniques d'intervention auprès d'hommes cis versus auprès d'hommes trans, par exemple. Mhm. Les besoins pourraient être différents et donc l'intervention aussi pourrait être différente aussi parce que justement les groupes sociaux ne sont pas les mêmes. Donc, ça serait intéressant. Oui, il y a toujours, je pense que personnellement, depuis le mouvement MeToo, je pense qu'on parle plus de ça, qu'on essaye de savoir un peu comment se comporter pour respecter les victimes et leurs paroles et pour leur apporter de l'aide au-delà du système judiciaire. Et donc, ce genre de recherche, par exemple, plus tard, les résultats que tu vas trouver éventuellement pourraient justement orienter l'intervention pour qu'elle soit plus pertinente et plus efficace. Est-ce que c'est ce que tu souhaiterais, en tout cas, idéalement? Oui, c'est très bien résumé. C'est en plein dans mes objectifs de thèse et dans mes espoirs personnels aussi que ça puisse arriver à ça. Parce que c'est sûr que ça m'a vraiment, quand j'ai lu au début, je me suis dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'on compare avec les hommes hétéros? Je ne voyais pas vraiment au début l'intérêt, en tout cas pour moi, en tant Mhm. que lecteur. Et puis là, maintenant, quand tu as expliqué, en effet, c'est très intéressant parce que, il faut s'assurer que l'intervention ne soit pas, par exemple, hétéronormative ou hétérocentrée. Et quand on voit un peu la réalité, en tout cas à Ottawa, on n'a pas
pas. J'allais dire, on n'a pas beaucoup, mais on n'a pas vraiment de ressources pour les hommes qui sont victimes ou survivants de violences, qu'ils soient gays ou hétéros, queer. Il n'y en a pas vraiment. Donc, je pense que c'est important de faire ce travail. Donc, tu as mentionné les relations sexuelles non désirées et je voulais savoir, dans le cas en tout cas de ta recherche ou de ce que tu as lu, comment est-ce que tu l'as défini ou comment est-ce que c'est défini en général dans la recherche, en tout cas en psychologie? Au niveau de la violence sexuelle non désirée, là, ou les actes sexuels non désirés, c'est ça. C'est sûr que ça peut prendre beaucoup de formes, hein. Ça peut prendre autant des formes sexuelles directes comme étant un acte, un comportement. Ça peut être vu sous l'angle du harcèlement, sous l'angle verbal aussi. Donc, généralement, ça peut prendre beaucoup de formes au niveau de la violence en tant que telle. Mais quand je lisais sur le domaine ou sur le sujet plutôt, ce qui ressort beaucoup, c'est la notion de consentement. C'est surtout ça qui va pouvoir nous guider à savoir si on tombe dans un acte sexuel qui ne va pas être désiré versus s'il est désiré. Donc, par exemple, je sais qu'au niveau du INRS, donc l'Institut national de la recherche scientifique au Québec, il y a donc la notion de consentement qui est souvent utilisée. Et donc, le consentement, justement, dans les actes sexuels peut être défini comme quelque chose où s'il y a une présence justement où la personne est intoxiquée, si la personne est inconsciente, si la personne peut être dans une situation de pouvoir avec l'autre, donc justement dans les relations interpersonnelles, si la personne change d'avis, si finalement son non-consentement était silencieux, donc une absence de refus, comme on dit, et finalement, si le consentement était utilisé avec la menace, la coercition, mais tout ça fait en sorte que le consentement tombe et on tomberait donc dans de la violence où on dit justement avec coercition, donc la violence sexuelle, acte non désiré. Mhm. D'accord. Euh, et puis, dans ton étude, tu ne travailles pas seulement sur la violence sexuelle, mais tu as parlé aussi de la violence physique. Mhm. Et donc, ça peut être une violence physique qui n'est pas forcément sexuelle. On parle de vol, etc. Et puis, pourquoi est-ce que justement tu as voulu étudier ces deux variables-là, j'ai envie de dire, sexuelles et physiques? Oui, ben, c'est parce que premièrement, les deux tombent sous le chapeau de la violence interpersonnelle. OK, Puis moi, ouais. c'est surtout ça qui m'intéressait premièrement, parce que quand on étudie le trauma, on se rend compte que les traumas où c'est un autre humain qui a causé, qui est la cause, ont généralement tendance à avoir des répercussions un peu plus graves sur les victimes. Donc, premièrement, ça vient de scinder un peu nos groupes de trauma. Donc, si on s'intéresse au trauma interpersonnel, c'est un type de trauma en soi. Puis moi, après, ben, j'ai décidé de travailler particulièrement sur la violence sexuelle et la violence physique parce que c'est deux types de traumas qui sont très courants, mais également, c'est des traumas qui sont mesurables quand même aussi facilement sur le plan du comportement, par exemple. Donc, il y a aussi des questions de recherche là-dedans, des questions de méthodologie et tout, mais c'est aussi parce que principalement, ça m'intéresse particulièrement les violences interpersonnelles. Mhm. C'est vraiment très intéressant parce que on se focalise parfois, on se focalise sur la violence sexuelle. Nous, en tout cas, moi, en tout cas, en tant que membre de la communauté queer, et on oublie que la violence physique aussi, autant que la violence sexuelle, impacte le cerveau, impacte comment on se comporte. Et ce que j'aime bien dans le fait d'avoir mis la violence, autant la variable violence sexuelle que la variable violence physique au même niveau, c'est qu'en fait, on essaie tu participes d'une façon à mettre fin à cette banalisation de oui, bon, mais la violence physique, les hommes gays, c'est connu, ils se font harceler quand ils sont petits, etc. Puis les hommes hétéros, ils se battent tout le temps, bref, puis c'est normal. Mais la violence sexuelle, non, ça, c'est pas vraiment normal, il faut l'étudier, etc. Mais là, tu mets les deux sur le même niveau pratiquement, puis je trouve ça très intéressant. Et même d'un point de vue méthodologique, je pense que c'est vraiment super d'avoir fait ça. C'est intéressant aussi de pouvoir les comparer, les deux types de violence. Il y a ça aussi, tu sais, comme tu dis, des fois, ça peut être banalisé d'un côté ou de l'autre.
Mais en ayant les données sur les deux, ben, on va pouvoir finalement dire, les comparer. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment plus de violence sexuelle, plus de violence physique? On va pouvoir tirer des conclusions qui vont être plus justes que si on avait juste pris un type de violence, qu'on l'aurait comparé avec ce qu'on sait dans la littérature sur l'autre type de violence. Donc, il y a ça aussi que je trouve intéressant dans le fait de comparer les deux. Est-ce que tu penses, puis ça c'est vraiment toi qui vas te projeter peut-être dans l'analyse des réponses des participants, est-ce que tu penses qu'il va y avoir à un moment euh, des expériences ou des réponses où la violence physique et la violence sexuelle vont se rencontrer et en même temps? C'est-à-dire peut-être que ça commence par une violence physique et ça finit par une violence sexuelle. Est-ce que tu penses que c'est possible? Peut-être. C'est sûr que c'est possible que les deux types de violence cohabitent, là. Généralement, quand une personne est victime de violence, on le sait que plus on est victime de violence, plus les risques d'être victime de violence augmentent, que c'est un cercle un peu triste. Mais donc, oui, c'est possible que les deux cohabitent ensemble. C'est sûr que nous, on va garder ça en tête au niveau des analyses pour pouvoir voir ça. Mais dans notre cas aussi, parce qu'on s'intéresse aux troubles de stress post-traumatique, on évalue particulièrement un événement traumatique comme étant le plus central. Puis ça, c'est la personne qui le choisit. Mhm. Mais qu'elle soit physique, que l'événement soit physique ou sexuel, Mhm. on s'intéresse particulièrement à un. Donc, mais c'est intéressant de penser qu'il y en a peut-être plusieurs, puis de se demander est-ce que ça a un impact aussi. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que justement, ça évoque les facteurs de risque que j'allais mentionner. Est-ce que, donc, si je comprends bien, avoir vécu de la violence sexuelle et ou physique, c'est ça, et ou physique, en l'occurrence, là, dans ma question, peut-être sexuelle, euh, est-ce qu'en soi, le fait d'avoir vécu ça et de peut-être rentrer dans un cercle un peu vicieux, est-ce que c'est en soi un facteur de risque d'avoir vécu justement, c'est un facteur, est-ce que tu le définis comme ça? Mais au niveau du trauma, on sait que la revictimisation traumatique existe. Donc, on sait que quand on vit un trauma, si on en vit un deuxième, on est plus à risque d'en vivre un troisième. Donc là, dans ce cas-là, ça devient un facteur de risque, oui. OK. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'on entend souvent, parfois, en tout cas dans l'opinion publique, qui dit ah, mais si telle personne a été victime de telle violence, pourquoi est-ce qu'elle se met dans une posture pour revivre la même violence, alors que parfois c'est beaucoup plus compliqué que ça, justement. Il y a il y a une vulnérabilité qui commence après une expérience de violence, parfois aussi une certaine peut-être précarité qui peut s'installer. Donc, c'est très intéressant aussi d'essayer de comprendre ça. C'est intéressant et important d'essayer de comprendre ça. Et donc, ça m'amène à te dire, à te demander, est-ce qu'au-delà d'aiguiller un peu l'intervention, est-ce qu'il y a un autre, est-ce qu'il y a une, sûrement qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a une autre utilité à étudier les facteurs de risque? Euh, ouais. Ouais, ben oui, évidemment, tu sais, les facteurs de risque peuvent servir à l'intervention, mais ils peuvent servir aussi à la prévention. C'est-à-dire que si on sait que, c'est justement dans les trois types de facteurs que je parlais, donc ceux avant le trauma, pendant et après le trauma, Oui. si on arrive à définir qu'il y a certains facteurs de risque qui arrivent avant le trauma, comme on sait au niveau du statut socio-économique, Mhm. ben, on est capable de prévenir justement ça en peut-être euh, régulant ou pensant à des façons de faire où on pourrait aller chercher le statut socio-économique comme variable à essayer d'améliorer pour, en se disant, bon, ben, si on touche ce facteur de risque-là, on peut peut-être essayer de prévenir à long terme là, sur des façons très, très larges les Ouais. violences après. Oui, ok. Ça, c'est très intéressant d'étudier les facteurs de risque. Ça se fait souvent quand même dans les études en psycho, en psycho en général. Mhm. Je pense qu'avec une perspective peut-être plus sociologique, on pourrait attribuer les facteurs de risque beaucoup plus peut-être à l'environnement qu'à l'individu. Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que
le risque que les hommes hétéros ne rapportent pas plus les violences sexuelles ou physiques est peut-être dû au fait que la société est patriarcale et que donc elle empêche ça. On peut dire que c'est un risque ou alors peut-être une explication, je ne sais pas, mais ça peut être analysé de différentes façons. Mais c'est l'environnement, je pense que personnellement, en tout cas, je ne sais pas, peut-être que je suis biaisé parce que moi, j'ai beaucoup plus étudié, beaucoup plus en, je dirais, socio que psycho, mais j'ai tendance à voir toujours l'environnement puis les dynamiques un peu de pouvoir qui viennent jouer dans ça aussi. Je me dis, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est super intéressant. Puis ça touche un point qui est particulièrement aussi intéressant pour ma recherche, là, c'est que la différence qu'on voit au niveau des traumas vécus entre la population d'hommes gays, hommes hétérosexuels et au niveau de la détresse aussi, il y a des théories qui s'intéressent à ça et qui viennent toucher à ce que tu dis. Justement, tu sais, il y a comme la grande théorie là, de Meyer, qui est un auteur très, très connu qui parlait de la distress minoritaire. Mais il vient nous indiquer justement que tous les facteurs que lui appelle disto, donc tous les facteurs qui sont plutôt externes à la personne, la discrimination qu'il va vivre, les stéréotypes aussi qu'il va vivre via son orientation sexuelle, par exemple, va amener justement peut-être plus de conséquences négatives. Fait que là, ça, c'est un peu comme tu décrivais les facteurs de risque sociaux externes, plutôt Ouais. liés au patriarcat même. Puis après ça, il y a les facteurs internes que lui décrit qui sont aussi des processus qui peuvent influencer la détresse. Il y a Mhm. comme cette dynamique-là aussi qui est évaluée en ce moment par les théories en psychologie, là. C'est très intéressant et je pense que je suis content justement qu'il y ait cette branche de la psychologie, qui est la psychologie sociale, Mhm. parce qu'elle permet justement d'éclaircir un peu certains aspects et puis par exemple de présenter euh, les facteurs externes, les facteurs sociaux, etc. Euh, Tu parles également du stress post-traumatique, du trouble de stress post-traumatique que tu as bien défini d'ailleurs, merci. Euh, donc du trauma aussi. Il y a souvent, quand ça vient plus à la violence sexuelle qu'à la violence physique, ou peut-être quand elles sont combinées, il y a ce phénomène qui est controversé, mais je pense que l'on veut rendre controversé, qui est celui de la mémoire traumatique des personnes ayant vécu, par exemple, de la violence sexuelle à un âge, enfin très tôt dans leur vie, en tout cas quand ils sont jeunes, par exemple. Euh, bon, après, on dit aussi que c'est possible de le vivre plus tard, etc. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui a été étudié euh, où, si je comprends bien, le cerveau disjoncte un peu et puis enfouit un peu ces souvenirs-là, puis un moment plus tard, ça ressort, etc. Est-ce que tu étudies aussi la mémoire traumatique, particulièrement ou non? Non, je n'étudie pas particulièrement la mémoire traumatique. C'est un sujet vraiment intéressant, c'est vrai. Mais le truc, c'est que pour pouvoir étudier le trauma en tant que tel, il faut avoir des participants qui savent qu'ils ont vécu un trauma. Tu sais, sinon, on ne peut pas avoir accès à leur vécu après ou pendant. Donc, dans mon cas, c'est plus difficile de travailler ça, surtout que ce qui m'intéresse, c'est les facteurs post-traumatiques. Donc, c'est pour ça un peu que je ne travaille pas particulièrement ça, mais ça reste un sujet qui est très intéressant, puis c'est vrai qu'il est aussi, c'est ça qu'il y a beaucoup d'experts qui se penchent là-dessus, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est. Euh, alors, donc, je me suis intéressée à ce que tu fais, ce que tu as fait aussi. Puis, à un moment, tu parles dans ton étude, dans ton travail d'attribution causale. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Ben oui, avec plaisir. Les attributions causales, c'est des variables que je préfère. D'ailleurs, c'est comme mon chouchou, si on veut. Mais les attributions causales, c'est justement la propension qu'une personne, durant un événement, va attribuer la cause à quelque chose. C'est tout simplement ça. Donc, les gens vont, par exemple, des fois attribuer la cause d'un événement comme un viol à une cause qu'on dit soit interne, soit externe, par exemple. Donc, OK. une victime pourrait dire, bon, ben, j'ai vécu le viol parce que je suis une personne faible.
on parlerait d'une attribution causale interne. Tandis qu'elle pourrait dire j'ai vécu un viol parce que l'agresseur était fou. On parle d'une attribution externe. Les attributions, après ça, il y a le style attributionnel. C'est un peu de la théorie, tout ça, là, mais c'est juste pour dire la différence entre les deux parce que l'attribution se pose sur la situation. Puis le style attributionnel, ça va être simplement la façon que la personne va toujours réagir ou souvent réagir de la même façon à la situation. Donc, est-ce qu'elle va toujours dire que la cause de l'événement, c'est elle, par exemple, c'est elle qui est fautive, elle se blâme. Donc, ça, c'est des variables qui sont très intéressantes parce que c'est des variables cognitives qui, on sait, qui ont des impacts sur, par exemple, la dépression. Beaucoup d'études qui ont regardé ça, mais c'est une variable pardon, qui n'a pas été beaucoup étudiée chez les hommes gays et chez les hommes hétérosexuels sur le plan du trouble de stress post-traumatique. Ah oui, pour le coup, c'est vraiment très intéressant parce que d'abord, c'est des trucs qu'on entend, c'est des sujets qu'on entend très souvent. Hein. La cause, quelle est la cause? Et donc, comment on vit, comment la personne ou la victime ou la personne qui survit à de la violence, comment elle explique elle-même ça. Donc, parce qu'on a tendance à donner des causes. Hein. On ne peut pas dire, je ne sais pas, on a tendance à donner des causes. Et je me demande si peut-être quand je vais lire ta thèse et ta recherche, est-ce qu'il y a, ou peut-être que tu as déjà lu ça dans des études précédentes, est-ce qu'il y a un profil de personnes qui vont avoir tendance à utiliser des attributions causales internes plus qu'externes? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les personnes minoritaires dans la société, au point de vue sociologique, vont avoir tendance à utiliser des attributions causales externes ou internes, alors que les hommes hétéros, est-ce qu'on y a ça ou on ne sait pas encore? Ou on ne sait pas. Je dirais oui et non. C'est-à-dire Okay. que ça dépend. Il y a des études qui regardent ça par rapport à différentes populations. Donc, puis dans différents contextes aussi. Le hic, c'est que ce n'est pas tout le temps les mêmes patrons qui sortent dans toutes les études non plus. Mais ce qu'on sait en général, c'est que quand une victime va avoir tendance à se blâmer, on peut s'attendre à ce que ça soit un peu plus délétère, donc qu'il y ait un peu plus de conséquences psychologiques que quand que le blâme est porté sur quelque chose d'externe, comme par exemple, bon, ben, je ne pourrais pas rien faire, c'est le hasard. Tu sais. Parce que quand on parle d'une attribution causale interne qui est plus liée au blâme, mais après ça, il y a toutes les conditions négatives, comme je le décrivais tantôt dans le trouble de stress post-traumatique. Souvent, les personnes vont avoir des émotions plutôt négatives, des pensées négatives. Ce que ça fait, c'est qu'on tombe un peu dans ce patron-là de pensée négative, sauf que là, ils sont tournés envers soi. Donc, c'est un peu le blâme continue un peu de perpétrer les symptômes post-traumatiques, justement, dans ce contexte-là. Donc, autrement dit, peut-être que des attributions causales externes viendraient euh, impacter moins la façon dont on pourrait se voir comme ayant participé à la violence subie, par exemple. Parce qu'on se dit, par exemple, en d'autres mots, on se dit, bon, moi, je suis une femme. Par exemple, et donc la société est patriarcale, il y a une misogynie, un sexisme. Ça serait des facteurs externes. Donc, j'attribuerais ça à des facteurs externes au lieu de dire, comme on l'entend parfois sur la bouche de certaines personnes, oh, telle personne a vécu une violence parce qu'il était habillé comme ça. Et donc là, on va d'une certaine façon adhérer à ça et se dire, OK, j'étais habillé comme ça, donc je suis. Donc ça, c'est un facteur interne. Exact. OK, parfait. C'est vraiment super. C'est très intéressant. Alors, je pense aussi que tu mentionnes que parce que bon, il y a les facteurs de risque, il y a aussi des facteurs de protection. Mais tu dis, je crois, hein, que les facteurs de protection sont peu étudiés. N'est-ce pas? On peut étudier dans le domaine du trouble de stress post-traumatique chez les hommes gays et les hommes hétérosexuels. Donc, c'est niché, mais c'est parce que moi, c'est là-dessus un peu que je connais plus. Je n'oserais pas commencer à dire des choses sur d'autres domaines ou est-ce qu'il y a d'autres experts qui connaissent mieux le sujet que moi, mais ce que je vois, c'est que ça commence beaucoup en psychologie. Il y a comme l'élan de vouloir étudier les facteurs de protection, les facteurs plus optimisme,
même aussi les variables plutôt qui sont plutôt positives, là, comme la résilience et tout ça. Donc, il y a vraiment l'élan en psychologie vers ça. Mais les facteurs de risque ont tellement un potentiel au plan de l'intervention. Tu sais, quand on est intervenant, souvent les intervenants, ils veulent tellement aider les personnes qui ont vécu de la violence que qu'est-ce qu'on se dit? Bon, ben, il y a un problème, comment est-ce qu'on résout le problème? Qu'est-ce qu'on peut diminuer pour que le problème parte un peu? Mais les facteurs de protection sont un peu la pensée inverse. C'est plutôt qu'est-ce que je pourrais faire pour empêcher qu'un futur problème arrive. Donc, OK. c'est plus dur en tant qu'intervenant, des fois, de se pencher sur les facteurs de protection parce qu'on veut tellement aider. En tout cas, c'est mon hypothèse personnelle, mais on veut tellement aider qu'on se penche tout de suite sur qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer. Oui. Mais il reste quand même qu'il y a certains facteurs de protection qui sont très connus. Le soutien social est un facteur de protection qui a été plusieurs fois démontré comme étant très important dans le TSPT, là. Et ça serait le soutien social, c'est-à-dire avoir un réseau de personnes sur qui s'appuyer, peut-être la famille, les amis, c'est ça? C'est exactement ça, ouais, d'avoir des groupes avec qui on peut discuter des fois, par exemple, de l'événement qu'on a vécu, de qu'est-ce que ça nous fait vivre, ou même juste quelqu'un qui nous apporte du soutien monétaire ou physique, ou tu sais, plusieurs types de soutien social existent, mais le soutien social en général, ce serait le groupe qui nous aide finalement. OK. Ouais. Et puis aussi, peut-être, je ne sais pas, on le saura peut-être après, mais euh, peut-être à part le soutien social aussi, avoir un soutien de la part de l'État, c'est-à-dire peut-être des structures où les personnes qui viennent d'être victimisées, par exemple, peuvent se rendre ou au-delà même des intervenants. Parce qu'en ce moment, quand on voit un peu l'état des choses, on n'a pas vraiment un service dédié à la violence sexuelle. Quand ça vient à la violence physique, on peut peut-être aller vers la police, etc. Mais vraiment, quand ça vient à la violence sexuelle, c'est souvent géré au sein d'un établissement ou d'une institution déjà là et qui n'est pas forcément dédié, en tout cas, à la violence sexuelle. Donc, Mhm. peut-être aussi que c'est important quand on n'a pas de services dédiés qui viennent de l'État ou du gouvernement, ben, c'est important d'avoir un soutien social. Au moins, on a la famille, les amis, etc. Ouais, je sais qu'il y a plusieurs experts qui s'attardent sur le soutien, ben pas le soutien social, mais plutôt l'impact des politiques, surtout, là. Mhm. J'ai Adzum Beller qui me vient en tête comme auteur qui a parlé de ça, mais c'est vraiment plus eux qui pourraient Ouais. discuter de ce sujet-là. Mhm. Ouais. Euh, Alors, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit parce que justement, tu parles des violences interpersonnelles, tu les as définies et tu t'intéresses beaucoup plus à donc, comment cela est vécu en tout cas. Est-ce que tu verrais un intérêt à savoir, à connaître le profil euh, des personnes qui vont violenter donc les hommes hétéros, les hommes gays dans le cadre de ton étude ou pas forcément? C'est sûr qu'il y a des intérêts sur le plan de la recherche à connaître les profils des gens. Euh, Moi, du point de vue que je le vois, c'est que Oui. si on connaît mieux le lien entre la victime et son agresseur, on peut peut-être mieux comprendre l'effet qu'a eu l'agression sur la victime, mais par contre, ça dépend encore là, ça dépend de... tu sais, je pense qu'il faut garder en tête qu'il faut placer la victime au cœur du processus et se demander si pour elle, c'était significatif ou non finalement, parce que quelqu'un peut se faire recevoir la violence d'une personne très proche dans la famille, mais que finalement, elle n'a pas de lien très, très proche. Donc, c'est quand même c'est plus, c'est ça. Ça dépend vraiment plus de la victime en tant que telle que des données. Il faut Oui. interpréter, je pense, en fonction de ce que la victime va nous avoir dit. Oui, absolument. Et puis parce que aussi souvent, la victime n'est pas prête au début de identifier, en tout cas à partager l'identité de l'auteur ou de l'autrice de la Mhm. violence. Donc, en effet, mais aussi d'un autre côté, ça permet peut-être, je ne sais pas vraiment, mais ça permet aussi à l'intervention de pouvoir
sortir la survivante ou la personne survivante, la personne victime de l'environnement où elle est, si l'auteur ou l'autrice de la violence est, par exemple, une personne qui fait partie de la famille, etc. Donc, et ça, Ouais. c'est déjà des pratiques qui se font, heureusement. Donc, euh, alors, j'ai vu aussi que tu l'as montré dans le schéma que tu nous as montré au début. Il y a une différence de prévalence de la violence entre la violence, non, du vécu traumatique entre les hommes hétéros et les hommes gays. Et donc, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a un potentiel traumatique plus élevé chez les hommes gays. Je sais que tu n'as pas encore fait l'analyse de tes données encore, mais tu as quand même probablement une idée sur ça. Oui, ben c'est ça. Comme je le disais un peu plus tôt, il y a plusieurs théories qui ont comme donné des hypothèses par rapport à ça. Nous, on se base là-dessus beaucoup. Il y a justement la théorie de Meyer qui nous dit que Oui. bon, ben, les personnes, par exemple, gays, qui vont vivre des discriminations, qui vont vivre des stéréotypes, donc qui vont vivre des incidences externes sur eux, vont peut-être développer plus de détresse, mais il y a aussi beaucoup tous les facteurs internes. Par exemple, le confort avec sa propre orientation sexuelle, le sentiment des fois, ce qu'on appelle l'homophobie internalisée, là, le fait d'internaliser des processus homophobes de la société sur soi-même. Mhm. Donc, il y a plusieurs processus comme ça qui vont faire en sorte que des fois, la détresse peut être un peu plus élevée. Nous, c'est ce qu'on aimerait voir. Puis, en fait, c'est pas ce qu'on aimerait voir, c'est ce qu'on aimerait vérifier dans notre étude. Il y a Mhm. d'autres études qui le vérifient aussi. Puis, il semble que les facteurs, justement, proximaux ou les facteurs vraiment plutôt internes qui Oui. sont liés à l'orientation sexuelle ont une importance assez considérable. Donc, ça pourrait venir quand même expliquer des différences, mais il y a peut-être autre chose aussi. Il y a peut-être, justement, au niveau du soutien social, des facteurs de risque, des facteurs de protection, donc d'autres facteurs à prendre en compte qui sont peut-être différents entre les deux groupes d'hommes, mais qui n'ont pas été encore évalués. D'accord. OK. Donc, réellement, il y a vraiment un certain manque dans ce domaine et je suis vraiment content de voir que ta recherche va probablement participer à compenser ce manque. Donc, ça va être vraiment très intéressant de lire les résultats. Nous, à Max Ottawa, on a pardon, participé à la promotion de ton Mhm. étude. Est-ce que, par curiosité, pardon, est-ce qu'il y a eu puisqu'on le voit, en tout cas, les hommes hétéros ont tendance à rapporter moins, est-ce que du coup, ça c'est venu aussi se refléter sur ton recrutement? Est-ce que tu as eu plus du mal à trouver des hommes hétéros? Finalement, on a eu quand même, le recrutement s'est bien passé. On est vraiment contents. On remercie beaucoup les participants qui ont participé. On a eu un grand nombre de participants au total, autant des deux côtés, autant du groupe d'hommes gays que du groupe d'hommes hétérosexuels. On est content de la participation. Puis on est content aussi de voir dans les commentaires qu'il y a des effets positifs à la participation, c'est un sentiment que des fois, ça peut peut-être créer un sens ou juste de réfléchir. Fait Oui, qu'on est vraiment, on a atteint tout ce qu'on voulait du point de vue du nombre de personnes qu'il nous fallait pour la participation. c'est vraiment super. Euh, Écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir présenté ton projet. J'ai hâte de lire ta thèse, les résultats. Donc, je t'écrirai à un moment Oui, avec pour plaisir. savoir où tu en es. Et puis, si on a des personnes qui vont voir cette vidéo justement et qui ont des questions, je prendrai en note toutes les questions et je vous apporterai donc des réponses. Également, si vous cherchez des ressources, même si les ressources pour les hommes sont très rares, ou sont très rares, on peut quand même vous orienter vers des ressources qui peuvent vous aider à Max Ottawa. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Et puis, c'est ça. Merci, Olivier. Et j'espère qu'on pourra se reparler bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Puis pour la très belle entrevue, j'ai vraiment apprécié de pouvoir discuter avec toi. Merci beaucoup.